Bonjour à tous. Je suis Christine Le Biangraf et j'ai le plaisir donc, de vous accueillir pour premier petit déjeuner de la chaire Gouvernance et Régulation de Paris Dauphine. Éric Brousseau vous dira quelques mots de bienvenue s'il veut bien monter sur scène, comme on dit dans notre vocabulaire distanciel. En tout état de cause, je vous adresse au nom de la chaire évidemment tous nos vœux pour cette année, en espérant qu'elle sera quand même joyeuse et moins difficile que l'année précédente. Je sais que vous êtes très nombreux, voilà, Éric, à ce petit déjeuner. Je vous en remercie de vous mobiliser aussitôt dans l'année pour participer à la discussion sur la taxonomie verte. Éric, je te laisse la parole si tu souhaites dire quelques mots de bienvenue. Écoutez, oui, merci beaucoup à nos trois intervenants d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet qui sera un des sujets qui marquera sans aucun doute la présidence française et qui va influencer nos investissements pendant de longues années. Merci à Christine d'avoir organisé ce débat et au nom de la chaire et de son équipe, je souhaite à tout le monde une année qu'on espère effectivement voilà, qui se poursuivra dans une dynamique un peu différente, si on peut le souhaiter, de la dynamique qui marque ce tout début d'année. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Donc, pour cette discussion sur la taxonomie, on a vraiment un panel d'intervenants de très haut niveau, les meilleurs dans leur domaine et de nature à vous apporter les réponses à vos questions les plus pertinentes. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat, vous pouvez poser des questions. Donc, à mesure des interventions ou à la fin, ce qu'on fera de toute façon, c'est qu'on consacrera une bonne demi-heure de la fin de notre événement à prendre ces questions. Donc, j'accueille dans l'ordre de leur intervention, donc Christophe Léninger, qui est délégué général de l'UFE, Frédéric Lintich, qui est délégué aux affaires européennes de Total Énergie, et Erkki Maillard, qui est directeur des affaires européennes pour EDF et aussi conseiller diplomatique du président d'EDF. Donc, le profil des intervenants, je vous dis tout de suite quelle est l'extension, le périmètre de notre sujet. C'est évidemment un sujet européen, vous l'avez compris. C'est un sujet transversal, puisqu'il concerne évidemment non pas simplement les électriciens, mais aussi les gaziers. Et il concerne un sujet qui est, mais vous l'avez tous compris, en apparence très technique, mais qui en réalité a des implications pratiques tout à fait considérables. Il ne vous aura pas échappé non plus que l'acte délégué, donc, pour aller vite, le décret d'application pris par la Commission européenne l'a été le soir de la Saint-Sylvestre, je crois, à 22h le 31 décembre. Donc, on a été vraiment jusqu'au bout de cette année passée pour négocier la place du nucléaire et du gaz, mais on parlera aussi des autres énergies dans la transition énergétique. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Christophe Léninger. Christophe, la taxonomie, c'est un nom très scientifique, mais qu'on utilise plutôt, je dirais, dans l'histoire naturelle. C'est Buffon qui fait de la taxonomie initialement. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça répond bien à la question de savoir ce que c'est qu'une activité verte? Et en fait, à quoi ça sert de savoir qu'une activité est verte ou pas verte? Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Alors moi, je ne sais pas qui est connecté, mais on me dit qu'il y a énormément de connectés à ce premier petit déjeuner de l'année. Donc, je me permets, c'est encore le moment de souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année. Donc, ça a été dit, une année qui s'annonce dense, mais qu'on espère quand même bonne. Alors, pour répondre à la question, alors effectivement, le mot taxonomie, en général, il n'est pas utilisé pour traiter de sujets économiques ou de régulation, mais pour autre chose. Bon, quelque part, c'est un mot français, mais si on a envie de dire, de trouver d'autres mots, on peut aussi parler de liste ou de nomenclature pour des investissements qui ont vocation à être qualifiés, à pouvoir bénéficier d'une finance, de la finance durable, qu'on appelle aussi la finance verte. Donc, l'idée est effectivement d'être en mesure de classer les différents investissements de manière à caractériser leur caractère durable pour atteindre les objectifs de la transition énergétique et puis de la décarbonation de l'Union européenne. Donc le problème de la taxonomie, donc je vais y revenir un petit peu. Donc
outre le fait que je vais expliciter un petit peu qu'est-ce que ça signifie finalement la durabilité des technologies, c'est aussi un sujet qui a été cité comme étant effectivement très technique. Pour autant, il est peut-être très technique, mais il est très facile à comprendre. Les installations qui seront dans la liste bénéficieront d'un certain nombre de faveurs pour se financer, et les installations qui n'y seront pas auront beaucoup plus de difficultés à se développer. Donc, il est absolument crucial pour certaines des activités qu'elles figurent bien dans la liste. J'ajouterais que la problématique qu'on a eue tout au long de l'année 2021, c'est que, certes, cette liste sert pour la finance durable, mais on pouvait imaginer qu'elle avait également vocation à servir pour tout un tas d'autres dispositifs de régulation, parce qu'à partir du moment où on a établi une liste d'activités, d'installations, eh bien, on a tendance à vouloir s'y référer pour à peu près tout. Alors je parle notamment de l'attribution des fonds, mais je parle aussi de dispositifs beaucoup plus spécifiques. Notamment, nous, on avait en tête à l'Union française de l'électricité la problématique du mécanisme de capacité. Alors, ça a l'air d'être très éloigné, mais en réalité, à partir du moment où vous êtes classé durable, de transition, habilitant ou rien du tout, la Commission, dans les textes qu'elle prendrait sur le mécanisme de capacité qu'elle surveille de près, mais aussi sur un tas d'autres dispositifs, elle a vocation finalement à se référer à ces listes et donc à potentiellement contraindre assez fortement le fonctionnement de ces dispositifs. Donc nous, on avait une alerte très forte au début de l'année dernière, à peu près dans les mêmes eaux, enfin un petit peu avant d'ailleurs, sur la problématique qu'un certain nombre de filières ne figuraient pas dans la taxonomie, et ce qui aurait pour conséquence non seulement de dégrader les modalités de leur financement, mais également de dégrader potentiellement l'utilisation qu'on pourrait en faire dans d'autres dispositifs. Donc, j'ai parlé des fonds, mais je parle également j'ai parlé du mécanisme de capacité, et fondamentalement de tout autre dispositif de régulation qui ferait appel à ces listes-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, au-delà de ce financement, nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte qu'un certain nombre d'activités importantes pour la France et de façon plus générale d'ailleurs pour l'Europe soient bien considérées comme pouvant figurer dans la taxonomie et obtenir les modalités favorables que cette taxonomie permettrait. Donc, avant de faire un peu d'historique, parce que comme la chaire gouvernance et régulation, elle s'intéresse à la gouvernance et évidemment à la régulation, il est intéressant de savoir comment on a organisé la négociation autour de cette gouvernance et comment on a fait pour finalement aboutir au résultat qu'on a aujourd'hui, qui est quand même bien plus favorable que celui qu'on avait l'année dernière. C'est intéressant de le savoir dans la négociation européenne, mais aussi dans la perception que les autorités européennes peuvent avoir des différentes filières dans la perspective de poursuivre les travaux. Donc peut-être d'abord pour commencer, donc simplement pour rappeler, je pense que la plupart d'entre vous le savent, la taxonomie, elle est établie en fonction de ce qu'on peut appeler la durabilité des technologies. Donc, on a 3 catégories. On a les activités durables qui sont considérées comme contribuant substantiellement à l'atteinte d'au moins un objectif environnemental parmi les 6 recensés dans le règlement. Alors, avec la condition qu'il faut que ça ne nuise pas significativement à un autre. C'est la fameuse condition « do not significant harm » en anglais, qui est une condition importante pour pouvoir être classé dans les activités durables. Donc ça, c'est la première des activités. La deuxième des activités, c'est l'activité de transition. Alors, elle est définie de la manière suivante, c'est qu'une activité de transition, c'est une activité pour laquelle il n'existe pas de solution de remplacement bas carbone, mais dont les émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances du secteur et qui s'inscrit dans une trajectoire de décarbonation. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que, dans l'acte délégué complémentaire qui vient d'être pris et qui, du coup, prend en compte désormais le nucléaire, on a tendance à penser, et ce n'est pas tout à fait écrit, que le nucléaire est qualifié comme une activité de transition. En réalité, si on lit bien la définition de cette activité de transition, on a quand même une petite difficulté parce que, en réalité, le nucléaire est d'ores et déjà bas carbone. Donc, c'est pas tout à fait, ça ne correspond pas tout à fait à la définition qu'on avait initialement de ces activités de transition. D'où l'idée de travailler à une classification plus favorable pour le nucléaire.
Et j'en viens donc à cette troisième activité, qui est une activité dite habilitante, qui permet, dont la définition est la suivante, c'est qu'elle permet d'exercer les activités qui sont qualifiées de durables. Par exemple, c'est les activités qui permettent de fournir les composants ou les combustibles qui sont nécessaires à certaines filières. Voilà, donc ça c'est pour rappeler un petit peu le cadre dans lequel s'inscrivent les filières de la taxonomie. Alors, si je fais rapidement un petit peu d'historique et puis ensuite j'irai sur les problématiques qu'on rencontre toujours, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui vis-à-vis des filières qui sont dans la taxonomie. Donc l'année dernière, il y avait 3 sujets, il n'y avait pas qu'un seul sujet, mais il y avait 3 sujets qui inquiétaient le secteur électrique français. Il y avait évidemment le nucléaire, qui ne figurait pas dans l'acte délégué. Il y avait l'hydroélectricité, qui était relativement maltraitée dans le projet. Et puis, il y avait aussi l'hydrogène par électrolyse, qui, elle aussi, n'était pas très bien traitée, puisque l'électricité du réseau français, qui est pourtant très largement décarbonée, cette électricité-là ne permettait pas de respecter le critère nécessaire pour produire de l'hydrogène par électrolyse avec le mix électrique français. Donc, ça posait quand même une difficulté. Donc, je le disais, comment finalement réussir à arriver à passer de cette situation où on était quand même dans une certaine difficulté et on avait quand même un faible niveau d'écoute des autorités à Bruxelles, qu'on a réussi à passer de ça à la situation actuelle. Je dirais globalement par une mobilisation générale au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et j'en profite, et c'est peut-être là-dessus que je vais insister, pour dire que le principal apport que nous avons pu, nous, avoir à l'UFE dans cette négociation pour réintroduire le nucléaire et le gaz dans la taxonomie, ça a été de constituer finalement des alliances. Nous avons créé une coalition de 9 fédérations, des fédérations une coalition qui n'incluait pas uniquement les habitués du nucléaire qu'on a tous en tête, mais qui était beaucoup plus large, avec des pays du Nord et des pays de l'Est qui avaient le double problématique de développer du nucléaire décarboné et de développer du gaz pour réaliser la transition énergétique. Et je ne dis pas que ça, évidemment, ça n'a pas fait tout, ça n'a pas renversé toute la situation, mais ça a permis de mettre en évidence auprès de la Commission qu'il y avait quand même un certain nombre de pays qui avaient intérêt à ce qu'on ait l'ensemble des filières qui participent à la transition énergétique qui soient bien intégrées dans la taxonomie et pas uniquement celles qu'on a tous en tête, les énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens notamment. Donc cette coalition, elle a permis d'identifier les affinitaires qui ont permis ensuite de construire, alors ensuite les États ont chacun poussé leur pion. La France s'est notamment appuyée sur une partie de cette coalition pour faire porter ses arguments. Et je dirais que ce qui a un petit peu emporté la mise, c'est un raisonnement qui est au fond assez pragmatique, c'est qu'il ne faut se priver d'aucune filière pour réussir à atteindre les objectifs. Et ça repose sur la logique de neutralité technologique. Il n'y a pas de raison de donner sa préférence à certaines filières et de ne pas la donner à d'autres, alors que ces autres filières, elles aussi, contribuent ou vont contribuer à décarboner, que ce soit dans une phase de transition ou que ce soit de façon durable à la décarbonation. Donc, fondamentalement, il y a eu énormément de débats, je ne reviens pas dessus, tout au long de l'année, et il est finalement sorti un acte délégué complémentaire qui intégrait bien les deux énergies, le nucléaire et le gaz. J'y reviendrai, et puis de toute façon, les deux intervenants qui suivent vont largement détailler là où on en est dans cet acte délégué. Moi, j'aimerais encore dire quelques mots sur le premier acte délégué, qu'on appelle dans le jargon l'acte délégué climat, parce que c'est celui qui finalement propose les filières qui ont vocation à atténuer les changements climatiques ou à s'adapter aux changements climatiques. Donc c'est le premier qui est sorti, d'ailleurs il est paru au JO. J'aimerais revenir sur justement la manière dont a été traitée l'hydroélectricité, pour simplement dire qu'il faut avoir en tête, je ne sais pas si tout le monde a en tête, que l'hydroélectricité, qui pour nous en France est une production qui a beaucoup de qualité, eh bien, elle n'a pas forcément les faveurs
de tous les pays. Elle n'a pas forcément les faveurs des associations de défense de l'environnement au niveau européen, et donc elle a été relativement maltraitée, comme je disais tout à l'heure, dans les premières versions de l'acte délégué, parce qu'on lui imposait des critères de niveau d'émission qui étaient assez difficiles, et en plus des contraintes sur la gestion de l'eau qui étaient susceptibles d'empêcher le développement de nouvelles installations. Alors en France, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on a globalement équipé l'ensemble des vallées avec des barrages hydroélectriques et qu'on n'a plus forcément beaucoup de perspectives, même s'il y en a quand même. Quand on regarde les gisements et quand on regarde les objectifs de la PPE, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et puis d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de le faire compte tenu de l'intérêt que présentent les barrages hydroélectriques pour le système électrique. Mais il y avait aussi une composante supplémentaire qui peut se développer en France et qui a tout son intérêt dans le mix électrique futur, c'est les STEP. Parce que finalement, les STEP, vous savez tous, c'est des dispositifs qui sont avant tout des dispositifs de stockage, donc de flexibilité. Et cette flexibilité, comme l'a montré RTE dans ses analyses 2050, c'est un des éléments clés qui va déterminer, qui va changer le paradigme du système électrique français à partir de 2035-2040, parce que là, il y aura d'énormes besoins de flexibilité pour faire face à la variabilité des énergies renouvelables qui ont été développées à ce moment-là. Donc, c'était très important d'avoir la possibilité de s'équiper de STEP supplémentaires, et pour ça, quelque part, de considérer que ces STEP n'étaient pas simplement des moyens de production hydraulique, mais aussi des moyens de stockage, ce qui a d'ailleurs permis de les classer correctement dans la taxonomie. Alors, on a toujours quelques inquiétudes sur l'hydroélectricité, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on a le premier acte délégué climat qui est passé, mais on a un deuxième acte délégué sur les critères environnementaux autres, donc l'eau, l'économie circulaire, la pollution et la biodiversité, et on pourrait se retrouver dans le cadre de ce deuxième acte délégué, avec à nouveau des contraintes sur l'eau, finalement, qui seraient susceptibles à nouveau de poser des problématiques de développement de l'hydroélectricité. Donc ça reste quand même un sujet de préoccupation et de surveillance que ce sujet du positionnement de l'hydroélectricité dans la taxonomie. Il y a un deuxième sujet sur lequel j'ai déjà dit deux mots, c'est l'hydrogène. Désormais, l'hydrogène, le seuil qui est proposé pour classer l'hydrogène pour prendre en compte l'hydrogène par électrolyse dans la taxonomie, c'est un seuil qui convient au mix français. Donc, on peut se satisfaire désormais d'être en mesure de produire de l'hydrogène à partir du mix français. Et puis, j'ajouterai quand même un dernier point parmi les investissements durables. En l'occurrence, c'est les investissements plutôt habilitants, c'est toute la composante réseau. Parce qu'évidemment, on a besoin de réseaux, tout le monde le dit, il y a des enjeux de développement de réseaux qui sont très très lourds dans la transition énergétique. Cette activité-là est qualifiée d'habilitante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet d'exercer les activités durables, donc ils sont dans la taxonomie et ils sont correctement traités dans la taxonomie. Donc quelque part, on a maintenant, à quelques éléments de surveillance près pour l'hydroélectricité, une organisation de la taxonomie sur les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, l'hydrogène et les réseaux qui est, semble-t-il, favorable pour le développement du mix français et de la transition énergétique française. Je dirais deux mots pour finir, puisque Erkki Maillard le dira bien mieux que moi, sur les enjeux de l'acte délégué complémentaire nucléaire. C'est qu'on se satisfait bien sûr de la victoire politique d'avoir réussi à introduire le nucléaire et le gaz comme énergie de transition dans cet acte délégué complémentaire. Pour autant, on n'a pas complètement réglé toute la difficulté autour du nucléaire, parce qu'il y a quelques éléments qui sont un petit peu préoccupants dans la manière dont ce nucléaire va être traité. Je dirais rapidement qu'il y a des échéances, des dates qui ont été introduites dans l'acte délégué complémentaire et qui sont susceptibles de venir limiter le développement du nouveau nucléaire. Donc, il n'y a pas forcément les premières tranches, si tant est qu'elles soient lancées, la décision sera probablement prise dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est ce que nous demandons au gouvernement
de faire. Donc, il n'y a pas forcément d'enjeu immédiat sur cette relance du nouveau nucléaire. Mais en revanche, il peut y avoir des enjeux un peu ultérieurs parce qu'on n'aura pas renouvelé ou on n'aura pas forcément atteint les objectifs de maintien d'un socle nucléaire dans les puissances requises pour avoir un mix français électrique équilibré. Donc, on n'aura pas forcément tout lancé avant l'échéance fixée par la taxonomie. Et par ailleurs, il y a un autre sujet qui est très important, c'est le nucléaire existant. Le nucléaire existant, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dès lors, comme l'a dit RTE, qu'on va renforcer les objectifs de développement des énergies renouvelables. C'est le Fit for 55 qui va venir encore augmenter la rapidité avec laquelle on doit atteindre la neutralité carbone. Et ça veut dire, comme l'a dit RTE, qu'il va falloir être en capacité de maintenir un certain nombre d'installations, de maintenir le parc nucléaire existant et d'envisager sa prolongation sur des durées importantes. Et donc, quelque part, ces enjeux de prolongation vont venir vont entrer en collision avec finalement les dates qui sont aujourd'hui prévues par l'acte délégué complémentaire, avec des risques de ne pas être en capacité de prolonger toutes les tranches qu'on aimerait prolonger pour décarboner le mix électrique français durablement. Il y a un deuxième point sur le nucléaire sur lequel je voulais revenir là aussi, c'est que la Commission introduit finalement un rapport détaillé à réaliser tous les 5 ans sur le développement de chaque projet nucléaire. Et ça, quelque part, ça veut dire que la Commission prend un petit peu la main donc elle met un peu sous contrôle européen, si on peut dire, le développement du programme nucléaire français. Et ça veut dire quand même une contrainte assez forte, une surveillance assez forte, comme elle peut le faire d'ailleurs sur d'autres dispositifs comme le marché de capacité, enfin, le mécanisme de capacité, ou d'ailleurs les tarifs réglementés de vente. Donc des enjeux de justification, je ne vais pas dire permanente, mais régulière et de surveillance de ces programmes qui viennent quelque part un petit peu interroger les enjeux de souveraineté et de mix électrique des États membres. Donc voilà, j'en resterai peut-être là sur les enjeux du nucléaire dans l'acte délégué complémentaire parce que ce sera largement complété par les autres intervenants. Puis en plus, je crois que je suis arrivé à l'échéance de mon temps de parole et je ne veux pas être trop long. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci beaucoup Christophe Léninger pour cette introduction. Je précise parce qu'il y a une petite question dans le chat que effectivement, nous parlons de l'acte délégué comme s'il avait été adopté. Alors, c'est vrai que formellement, il ne l'a pas été, mais je me tourne vers Frédéric Lynchich, qui va maintenant nous parler d'une autre activité de transition qui est le gaz. Je crois qu'on n'a pas de doute, eu égard à l'équilibre politique des forces, sur le fait qu'il sera définitivement adopté en l'état de ce qu'est aujourd'hui le projet. Je vous passe la parole sur ce sujet. Frédéric. Oui, merci Christine. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, par rapport à cette question, l'acte délégué va être prochainement, probablement fin janvier, publié officiellement par la Commission. Et ensuite, le processus européen veut que à la fois le Conseil et le Parlement aient une période de non-objection de 4 mois, éventuellement étant extensible avec 2 mois supplémentaires pour approuver le texte ou le rejeter sans possibilité d'amendement. Mais effectivement, comme vous le soulignez, aujourd'hui, compte tenu de l'inclusion du nucléaire et du gaz, on voit mal une majorité de blocage se former, même si certains pays, et je vais y revenir, considèrent d'éventuelles actions en justice à l'encontre de ce texte, et ce qui souligne d'ailleurs toujours la difficulté d'alignement des différents acteurs autour de la taxonomie. Et alors, pour illustrer effectivement cette difficulté, je voudrais présenter quelques paradoxes que je trouve assez illustratifs de la difficulté autour de la taxonomie. Le premier paradoxe, c'est peut-être un paradoxe politique. En fait, on voit bien entre le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, qui déclarait au lendemain de son premier Conseil européen que la taxonomie, c'était finalement un petit sujet, et puis la détermination sans faille de l'exécutif français sur le sujet,
à tous les niveaux, on voit bien que c'est le grand écart, hein. On peut citer à cet égard notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui déclarait aux entrepreneurs français à l'université d'été du MEDEF que la taxonomie, c'est un combat. Et l'on sait que ce combat se poursuit. Comme je le disais en introduction, certains États membres menaçant même de porter le sujet devant la Cour européenne de justice. Donc l'alignement n'est pas encore totalement effectué. Un autre paradoxe, c'est le paradoxe réglementaire que Christophe Léninger d'ailleurs illustrait également dans son propos. La taxonomie, c'est effectivement un règlement, hein, au sens juridique du terme, un règlement européen publié en juin 2020 et qui vise à offrir plus de transparence aux investisseurs pour le fléchage des capitaux privés vers les activités qui auront été définies comme durables. Mais on voit bien que la taxonomie tend également à devenir la référence en matière d'activité durable, bien au-delà de la seule transparence du secteur financier privé. Il y est fait référence dans des textes ayant trait à la gouvernance durable, dans des textes liés au droit de la concurrence, sur les critères d'octroi des aides d'État, par exemple. On observe donc un glissement d'un texte qui répondait au départ à un besoin précis, légitime, assez technique, vers quelque chose qui pourrait devenir une grille de lecture finalement sur l'acceptabilité de telle ou telle activité économique. Donc ce paradoxe explique peut-être aussi pourquoi la taxonomie déclenche de telles polémiques, de telles prises de position. Un autre paradoxe que je trouve intéressant, c'est le paradoxe géographique, hein. Le règlement, ce règlement européen s'applique aux entreprises qui sont basées en Europe, mais sur le périmètre mondial de leurs activités. Or, et on va le voir plus en détail, hein, pour une entreprise comme la nôtre, comme Total Energy, qui exerce leur activité sur un périmètre largement mondial, il existe déjà une forte disparité de situation en matière énergétique au sein de l'Europe des 27, mais il en existe encore plus, évidemment, au niveau mondial. Donc, le règlement et puis ses différents actes délégués proposent une approche qui est très eurocentrée, hein, qui fait référence constante au cadre réglementaire européen, mais du fait, ça trouve une application très difficile à l'extérieur des frontières européennes. Donc ça, c'est un paradoxe d'application qui rajoute à la difficulté d'appliquer la taxonomie. Et puis, enfin, je voudrais finir sur un paradoxe économique. La taxonomie, ultimement, donc, vise à faciliter le financement des activités qualifiées de durables par les investisseurs, ce qui devrait se traduire pour les industriels par un accès facilité au financement, donc un coût moindre que pour un investissement qui serait qualifié de non durable, mais qui finalement pourrait techniquement avoir des performances environnementales très proches. Donc on voit bien que les critères utilisés par la taxonomie sont très exigeants, hein, c'est le principe du best in class, hein, les meilleures technologies disponibles, et que les atteindre peut nécessiter des investissements additionnels importants. Donc si l'on parle d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, la question qui se pose, c'est donc de savoir si le surcoût nécessaire pour aligner son activité aux critères de la taxonomie est plus que compensé par le gain obtenu sur le financement, à performance environnementale quasi équivalente. C'est un effet de bord, on voit bien qu'on a là un effet de bord, et je vais y revenir, qui pourrait avoir des conséquences négatives sur
les effets de la taxonomie et sur l'incitation à investir. Donc c'est la conséquence en fait de cette logique un peu binaire de la taxonomie, soit on est labellisé, soit on n'est pas labellisé. Et ce paradoxe aurait pu être évité avec une approche qui était plus en continuité, en trajectoire de décarbonation, une approche plus incitative. Mais ça, j'y reviendrai également dans mon propos. Donc il y a sans doute d'autres paradoxes que l'on pourrait identifier, mais cela illustre déjà assez largement, à mon sens, le fait que la taxonomie soit un sujet éminemment complexe et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Néanmoins, les entreprises européennes y sont confrontées dès aujourd'hui, puisque, je le rappelle, les obligations de reporting s'appliquent sur l'exercice 2021, donc dès ce début d'année 2022. Donc, je ne rentrerai pas dans mon propos sur justement la mécanique de la taxonomie. Christophe Léninger a rappelé les grands principes. Ni sur les obligations de reporting qui sont attachées, auxquelles les entreprises européennes font face dès aujourd'hui. Ces obligations de reporting, je le rappelle, sont détaillées dans l'acte délégué. Il y a beaucoup d'actes délégués autour de la taxonomie, mais dans l'acte délégué dit article 8, qui détaille justement les modalités de reporting. En revanche, je préciserai dans un premier temps comment une entreprise comme Total Energy, justement, s'engage dans la transition énergétique et aborde cette transition énergétique. Et puis ensuite, évidemment, on parlera de cet acte délégué complémentaire sous le volet gaz qui nous intéresse, puisque Total Energy n'est pas présent dans le secteur du nucléaire. Alors, sur les enjeux de la transition énergétique. La transition énergétique, pour schématiser, c'est passer d'un système global qui dépend actuellement à 80% des énergies fossiles à un système qui sera majoritairement basé sur les énergies renouvelables. L'Allemagne, d'ailleurs, une déclaration a été faite là, par le nouveau ministre du Climat en début de semaine. L'Allemagne vise à amener 80% de sa production électrique sur base renouvelable en 2030, contre 40% aujourd'hui. Donc on voit que l'Allemagne prend une trajectoire extrêmement ambitieuse par rapport justement à la croissance des renouvelables. Cette transition énergétique verra également une forte augmentation de l'électrification au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Au niveau mondial, on est aujourd'hui à environ 20% d'électrification sur la consommation finale, et les estimations montrent une ambition de 40-45% en 2050. Donc, passer d'un système fossile à un système renouvelable et augmenter fortement l'électrification de la consommation finale. Mais passer d'un système à un autre, évidemment, ne se fait pas en un claquement de doigts, et ça concerne l'ensemble des activités économiques, pas seulement la production d'énergie primaire. C'est bien pour ça qu'on parle de transition pour ce passage d'un système à un autre. Bien sûr, certains voudraient que ça aille plus vite, que l'on opère une rupture plutôt qu'une transition, mais il faut transformer tout en assurant la continuité, la stabilité du système, justement pour éviter les ruptures d'approvisionnement, prévenir les hausses de prix. En Europe, je rappelle, il y a quand même toujours 31 millions de personnes qui sont affectées par la précarité énergétique. Donc, c'est une transition qui doit être pilotée de manière prudente, en même temps en ayant effectivement les ambitions fortes que l'Union européenne a adoptées. Tout cela va coûter très cher, évidemment, va requérir des investissements massifs dans la plupart des secteurs d'activité. Les chiffres sont évidemment difficiles à estimer de manière fiable, mais on peut se référer à un rapport de la Commission européenne de 2020 qui évalue les besoins de financement liés aux objectifs 2030 d'atténuation du changement climatique et de transition énergétique.
La Commission évalue ces besoins de financement à environ 340 milliards d'euros par an au cours des 10 prochaines années. Donc, on voit l'ordre de grandeur de ces investissements nécessaires. Il est en général admis que ces montants seraient financés environ 30% par des fonds publics et 70% par du privé. Donc, on voit bien ici tout l'enjeu de la taxonomie sur la transparence nécessaire au financement privé, donc qui pourrait représenter jusqu'à 70% de ces 340 milliards annuels de besoins d'investissement. Alors, le législateur européen a bien intégré cette approche globale sur l'ensemble de l'économie pour faciliter la transition. Et donc, la taxonomie, dans son règlement et ses différents actes délégués, identifie les principales activités économiques concernées par la transition. Elles sont plus ou moins au nombre de 80. Donc 80 activités économiques qui sont identifiées et qui couvrent l'ensemble des chaînes de valeur, donc aussi variées que la production de panneaux solaires, la production de batteries, la production de ciment, production d'électricité par le photovoltaïque, la production d'hydrogène, on en a parlé à l'instant, le traitement de l'eau, le traitement des déchets, la fabrication de matériaux pour l'isolation des bâtiments, c'est un enjeu important sur l'efficacité énergétique, le fret aérien, le fret maritime, le transport et le stockage de CO2, donc les fameuses technologies de capture et stockage de CO2, la construction et la rénovation de bâtiments et même le data processing. Donc on voit que l'ensemble des activités économiques potentiellement émettrices sont concernées par cette taxonomie. Et c'est une très bonne chose. Pour une compagnie comme Total Energy, pour vous donner une indication, nous avons identifié une petite quinzaine d'activités concernées dans notre périmètre et sur lesquelles donc, nos équipes rassemblent les éléments de reporting 2022. Un autre point que je souhaite développer rapidement ici, c'est l'enjeu géographique du changement climatique et de la transition. Car l'enjeu du changement climatique, il est surtout mondial. Il faut rappeler que l'Europe, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors bien sûr, pour l'Europe, c'est une responsabilité majeure de montrer son leadership sur le sujet. C'est un enjeu d'exemplarité dont je pense tout le monde est fier en Europe. C'est aussi une formidable opportunité industrielle, d'innovation, de développement de nouvelles technologies, de conquête de nouveaux marchés. Mais c'est aussi, si on veut, au niveau mondial, arriver rapidement à des résultats, la responsabilité d'aider les pays en croissance forte à transformer leur mix énergétique et d'abord à sortir du charbon. Si l'on savait, si l'on pouvait aujourd'hui transformer toutes les centrales charbon au monde en centrales à gaz, gaz qui émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon, on serait sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc la Chine, par exemple, a aujourd'hui 65% de sa production d'électricité qui vient du charbon. 65% de sa production d'électricité, c'est 4900 TWh. 4900 TWh, c'est plus que toute la production d'électricité des États-Unis. Donc c'est juste gigantesque. Donc les enjeux sont énormes. En Inde, c'est à peu près la même chose. Donc on voit bien que sur ce thème de la transition énergétique, une compagnie comme Total Energy se positionne sur justement la fourniture de gaz aux pays qui sont aujourd'hui dépendants du charbon. Donc, j'en viens maintenant à parler justement de la manière dont notre compagnie aborde cette transition et ses enjeux. Nous construisons notre transformation en compagnie multi-énergie autour de 2 axes, justement.
d'une part, le développement de nouveaux marchés gaziers, pour les raisons évoquées à l'instant, notamment au travers du gaz naturel liquéfié qu'on livre en Chine, en Inde ou au Japon. Et puis d'autre part, la croissance de notre activité de production d'électricité renouvelable avec des objectifs 35 gigawatts en 2025, 100 gigawatts en 2030 pour devenir l'un des 5 leaders mondiaux de l'énergie renouvelable à cet horizon. Avec bien sûr en complément le développement des activités sur les biocarburants, le biométhane, la production d'hydrogène, la mobilité électrique, les réseaux de charge, la capture, le stockage de CO2, etc. En termes de financement, et pour comparer ça aux fameux 340 milliards d'euros annuels que j'évoquais précédemment, en termes de financement de la transition, cette ambition pour devenir un leader mondial de l'électricité renouvelable, ça se traduit pour nous par un effort de financement de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros par an sur la décennie, donc en gros 60 milliards. On voit que c'est très significatif. Alors attention, c'est bien un chiffre mondial pour les activités de Total Energy au niveau mondial et pas seulement européen. Voilà pour le paysage un petit peu général de la transition énergétique. Je voudrais maintenant passer au projet d'acte délégué en faisant un zoom plus spécifique sur le gaz. Donc, projet d'acte délégué, comme le soulignait, d'acte délégué complémentaire, gaz nucléaire, qui, comme le soulignait Christine, a été communiqué aux États membres le 31 décembre à 22 h par la Commission, ce qui en dit assez long sur le degré de pression exercé pour sortir le texte avant la fin de l'année, comme la présidente de la Commission s'y était engagée. Alors, ce texte complémentaire fait référence, est parfaitement calé sur le règlement de juin 2020 qui donne une définition très claire de ce qu'est une activité de transition. C'est une définition qui est donnée pour ceux qui veulent s'y plonger à l'article 10.2 du règlement. L'article 10.2 du règlement, je vais peut-être en lire rapidement un petit extrait, dit qu'une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique lorsqu'elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat, compatible avec un profil d'évolution visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides. Et l'article 10.2 ajoute 3 conditions. Lorsque l'activité présente des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l'industrie, donc c'est la notion de best in class, lorsque l'activité n'entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone, donc ça c'est dans le jargon pour éviter l'effet de lock-in, de rémanence d'une activité considérée comme non durable. Et puis, troisième condition, n'entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Donc, à notre sens, le gaz naturel tombe parfaitement dans cette définition d'une activité de transition, en ce qu'on ne cherche évidemment pas à qualifier le gaz naturel de durable, contrairement à ce que Christophe Léninger indiquait pour l'activité nucléaire. Donc, il est clair que le gaz naturel, on ne cherche pas à le qualifier de durable, mais en revanche, on considère que c'est véritablement une activité de transition. Et c'est en ligne avec l'article 10.2 du règlement, et donc avec la proposition d'acte délégué complémentaire qui circule. Donc, dans son projet d'acte délégué, la Commission a repris une par une les conditions de cet article 10.2 pour proposer un texte qui est parfaitement cohérent et qui est surtout robuste d'un point de vue juridique. C'est important puisqu'on sait bien que certains États membres réfléchissent à des actions juridiques
plutôt pour le volet nucléaire que pour le volet gaz, mais le rôle du gaz est également contesté par certains États membres. Donc, pour résumer le contenu de ce texte d'acte délégué complémentaire et le comparer aux conditions de l'article 10.2, le législateur a fixé un seuil d'émission qui correspond donc au best in class de 270 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, il se trouve que ce seuil de 270 grammes, il ne correspond pas tout à fait aujourd'hui au best in class. Les best in class, c'est plutôt 320 grammes. Donc, on est déjà au-delà, ce qui pose une difficulté. Il y a une contrainte qui est celle de remplacer une centrale au charbon. Donc, le gaz est qualifié de transition s'il remplace une centrale au charbon, avec un résultat de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55%. Et puis, un engagement également à verdir le flux de gaz en intégrant 30% de gaz renouvelable d'ici fin 2025 et 55% de gaz renouvelable d'ici fin 2029. C'est donc un ensemble qui, à notre sens, est parfait au plan juridique et théorique. C'est un ensemble robuste. Maintenant, on aboutit à un texte qui est très prescriptif, qui s'applique uniformément à tous les États membres, malgré le fait que leur situation, la situation de chaque État membre, est différente eu égard aux besoins de remplacement de centrales au charbon ou de capacité à produire des gaz renouvelables. Donc, en étant prescriptive, la Commission met certains États membres dans des situations délicates. Alors, évidemment, la Commission a été prescriptive pour coller à l'article 10.2 du règlement. Donc, on est là encore dans une forme de paradoxe. En France, par exemple, l'obligation d'incorporer 30% de gaz vert en 2025 ou 55% de gaz vert en 2029, fin 2029, représente potentiellement 25 TWh de gaz vert en 2025 ou 45 TWh de gaz vert en 2030, alors même que la PPE elle-même prévoit une production de biométhane entre 14 TWh scénario bas ou 22 TWh scénario haut en 2028. Donc on voit qu'on est complètement décalé entre les capacités des États à produire des gaz verts et les prescriptions de cet acte délégué complémentaire. C'est la même chose en Allemagne d'ailleurs, avec des besoins encore plus importants côté allemand, compte tenu du parc de centrales à gaz qui est plus important qu'en France. Par ailleurs, l'Allemagne, qui prévoit maintenant 80% d'électricité renouvelable en 2030, aura besoin de centrales à gaz, non seulement pour remplacer ces centrales au charbon, mais également pour avoir ce complément indispensable à la pénétration des renouvelables pour compenser l'intermittence de la production de l'énergie renouvelable. Si au milieu de l'hiver, le vent fait défaut en mer du Nord, il faut ce qu'on appelle des moyens dits pilotables que l'on peut démarrer très vite pour suppléer aux besoins et maintenir la stabilité du système. Or, ce rôle du gaz naturel dans les moyens pilotables n'est pas reconnu par le texte de l'acte délégué complémentaire. Pourtant, ce rôle du gaz naturel a une fonction habilitante, d'accompagnement, de permettre la pénétration des renouvelables et d'assurer la stabilité du système. Donc ça, c'est un manque aussi dans ce texte, mais là encore, qui nécessitait un écart par rapport à l'article 10.2. Donc on peut comprendre la position de la Commission. Néanmoins, ça obère une partie du développement du gaz naturel.
Donc, on a un texte qui est complet, cohérent au plan réglementaire, mais qui risque d'être d'application difficile dans les différents États membres et d'application encore plus difficile au-delà des frontières des 27, hein, puisque, je le rappelle, l'obligation de reporting pèse sur le périmètre mondial. Donc, pour finir, pour terminer, je vais donc en guise de conclusion souligner deux types de conséquences que nous voyons par rapport à ce texte complémentaire. La première, c'est finalement par rapport à l'objectif premier de la taxonomie, hein, qui est de permettre le fléchage des capitaux privés vers le financement des activités durables. Dans cette logique binaire qui est celle de la taxonomie jusqu'à présent, où on est aligné, où on ne l'est pas, suivant qu'on est pour une centrale, par exemple, si on prend l'exemple d'une centrale au gaz avec ce critère de 270 grammes, à 260 grammes d'émissions, on sera aligné, à 280 grammes d'émissions, on ne sera pas aligné. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de bord qui est relativement gênant, puisque l'industriel devra-t-il investir pour gagner les quelques points de réduction d'émissions qui lui permettent d'être labellisé, sachant que ça mobilisera des investissements qui peuvent être significatifs, pour un gain de financement qui, certes, existe, mais est-ce que ce gain en financement va compenser son supplément son investissement marginal? Ça n'est pas sûr. On se trouve donc dans un système qui est censé être incitatif, mais où l'industriel pourra choisir à émissions sensiblement égales de ne pas aller chercher le label pour maintenir sa compétitivité. Ce risque, il aurait pu être évité en adoptant une approche qui aurait été plus en continuité, en trajectoire. Ce type d'approche existe, hein, ce sont les démarches de Science Based Target, SBTI, ou la démarche qui est proposée par l'ADEME, ACT, Assessing Low Carbon Transition. Donc, elles ont bien sûr leurs difficultés, leur complexité, mais elles sont plus incitatives en termes de trajectoire de décarbonation. Le deuxième type de conséquence est lié au reporting lui-même, hein, et à la prise en compte des activités au-delà du périmètre européen. Bon, c'est là un sujet qui est bien identifié par tous les acteurs internationaux, les acteurs européens, mais lorsque l'on a 75% de ces activités en dehors des frontières de l'Union européenne, donc hors cadre réglementaire européen, alors que la taxonomie fait des références permanentes à ce cadre réglementaire et législatif européen, il s'avère très difficile de qualifier ces activités mondiales. Donc sur ce point et sur d'autres d'ailleurs, la Commission a promis des guidelines, hein, pour aider les entreprises européennes dans leur premier reporting en ce début d'année. On attend ces guidelines, donc on va voir si elles permettent de solutionner cette difficulté. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, puis évidemment je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Frédéric pour cette conclusion. Alors je rebondis directement en me tournant vers Erkki. Donc est-ce que le nucléaire, d'une certaine manière, en tant qu'activité de transition dans la taxonomie, rencontre les mêmes problématiques que le gaz? Et sur les sujets de fléchage et des financements, puisqu'il y a énormément de questions de nos auditeurs ce matin sur ce sujet, est-ce que vous pouvez développer cette question concrète, un peu de manière concrète, sur le sujet du nucléaire, Erkki, c'est-à-dire quels seraient concrètement les avantages de la taxonomie pour le financement du nucléaire, à la fois le financement du nucléaire historique et le financement du nouveau nucléaire tel qu'il a été effectivement aujourd'hui ébauché, notamment en France? Merci beaucoup Christine et merci surtout d'organiser ce débat qui, je pense, est utile. Il a été très vif dans les derniers mois
Mais il a été difficile en réalité à faire émerger, et avec l'Union française de l'électricité, avec l'aide de Christophe, avec toute la filière nucléaire, mais en fait, je pense notamment de toute la filière des électriciens, on a essayé depuis 2 ans de faire sortir ce sujet d'une ornière qui nous paraissait être une ornière assez idéologique. J'y reviendrai après avoir répondu en fait à votre question sur les effets pratiques et les enjeux d'une réglementation comme celle de la taxonomie pour une entreprise comme EDF dans son activité de développement du nucléaire, parce que c'est vrai que c'est un texte qui a des effets, un texte très technique, mais qui a des effets pratiques. Avant de rentrer et d'aborder ces 2 points, donc d'abord les enjeux pour l'entreprise et puis ensuite la lecture qu'on peut faire de l'acte délégué, je pense que c'est important de revenir à l'objectif de la taxonomie, et je rejoins ce qui a été dit par les 2 présentations précédentes. L'objectif de la taxonomie, il est soit on met soit l'accent sur la transparence, c'est-à-dire la possibilité pour les investisseurs, les agences de notation de vérifier avec un référentiel reconnu par tous et qui a une valeur juridique que la façon dont une entreprise dit allouer ses capitaux, que ce soit des investisseurs privés ou une entreprise industrielle, et voilà, que ça correspond à ce référentiel. Et donc, c'est la lutte contre le greenwashing. Ou alors, et les 2 objectifs, évidemment, sont justes. Ou alors, le second objectif, c'est l'orientation des investissements. Et je voulais citer le même chiffre qu'a cité Frédéric Linsing. C'est 340 milliards d'euros d'investissements annuels, dont 70% sont attendus du secteur privé. Et donc, c'est utile de diriger les investissements vers les activités qui contribueront le plus à l'atteinte, alors soit à la transition énergétique dans le monde, soit à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, et donc à la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre dès 2030 en Europe. Et c'est très important de garder cet objectif en tête, parce qu'il nous semble que pendant plusieurs années, l'objectif était perdu de vue, que la boussole n'était pas là. La boussole, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, la présentation d'un acte délégué complémentaire qui intègre le nucléaire et le gaz nous paraît revenir à une forme de logique climatique. Alors, je commence d'abord parce que je pense que si on veut garder un peu de temps pour les questions, je vais essayer d'être un peu plus rapide peut-être que prévu, vu qu'il est déjà 9h30. Sur les effets, d'abord, pour une entreprise comme EDF et les enjeux en termes de financement. J'en distinguerai 2. Il y a les enjeux de financement interne et externe, la façon dont on peut mobiliser des capitaux pour financer des projets. Et puis, il y a le fait que la taxonomie, ça a été dit, a vocation, selon la Commission européenne, à servir de référentiel pour de très nombreux autres textes, et pas uniquement pour guider des investissements et mesurer, évaluer la transparence du reporting des entreprises. Sur le financement, donc, si on regarde d'abord la façon dont une entreprise comme EDF mobilise des financements internes. EDF, comme Total, lève de la dette tous les ans, plusieurs milliards d'euros. Et être ou non dans la taxonomie pour le gros de son activité, c'est fondamental, parce qu'en réalité, ça détermine la profondeur du marché auquel vous pouvez vous adresser. De l'autre côté, du côté des prêteurs, il va y avoir une prime, et y compris ce qu'on appelle maintenant un greenium, il va y avoir une réduction du taux accordé. Donc c'est assez simple à comprendre, hein. Christophe Léninger le disait au début. Si vous êtes dans la taxonomie, vous pourrez bénéficier en volume et en prix de conditions de financement qui sont plus intéressantes. C'est vrai aussi lorsque vous levez de la dette, par l'effet de bord, enfin de contagion que peut avoir la taxonomie sur votre notation, la notation que vous donnent les agences de notation financière, qui sont évidemment fondamentales
ces notations pour que vous puissiez lever des capitaux dans de bonnes conditions. Si dans le cadre de votre reporting, au titre de la taxonomie, une grande partie de vos activités n'est pas classée dans la taxonomie, on peut imaginer qu'à terme, votre notation soit réduite. Donc, effet sur la base, sur le volume, la base de financement, effet sur le coût, effet sur la notation. Et ça, c'est vrai pour le nucléaire existant, c'est-à-dire pour financer la maintenance ou l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires, qui est, je le rappelle, la première des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie lorsqu'elle aborde le nucléaire. L'AIE, comme les autres grandes agences des Nations Unies ou des experts du climat, recommandent de continuer à investir dans le nucléaire et en premier dans l'extension de la durée de vie des centrales existantes parce que c'est ce qui économiquement, évidemment, fait le plus de sens puisque elles sont déjà amorties. Et puis, ça a aussi un effet pour le financement du nouveau nucléaire, l'accès à des financements externes, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une part du financement des capacités nucléaires supplémentaires peut se faire avec un recours à soit de l'equity, des capitaux, soit de la dette privée. Pour prendre un exemple, il y a un projet de centrale nucléaire au Royaume-Uni qui s'appelle Sizewell C, qui serait la réplication de Hinkley Point, qui est la centrale qui est en construction, qui est à peu près à la moitié du chantier. Sizewell, le modèle qui est envisagé, c'est ce qu'on appelle un modèle d'actifs de base à actifs régulés, Regulated Asset Based en anglais, qui a déjà été utilisé pour d'autres infrastructures. Et ce modèle prévoit le recours à des financements privés. Et bien, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement britannique envisage dans sa propre taxonomie qu'elle est en train d'élaborer de classer le nucléaire comme activité durable. C'est aussi la raison pour laquelle les autres grands pays qui font du nucléaire et qui sont aussi nos autres compétiteurs, je pense en particulier aux États-Unis, mais bien sûr aussi à la Russie ou à la Chine, n'envisagent pas d'exclure le nucléaire de leur meilleur financement, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, si on regarde le financement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'ensemble de la filière a milité pour que l'Union européenne ne s'isole pas sur ce plan, c'est que derrière, il y a un effet de perte de compétitivité pour le financement et en réalité, à la fin, de perte de souveraineté. C'est pour des États, je pense en particulier, par exemple, à des États à l'est de l'Europe, et vous savez qu'il y a beaucoup d'États membres de l'est de l'Europe qui veulent soit relancer leur programme nucléaire, comme la République tchèque, par exemple, la Roumanie, la Bulgarie, ou qui veulent se lancer ou la Slovénie aussi qui réfléchit, ou qui veulent lancer un programme pour sortir des énergies fossiles, en particulier du charbon comme la Pologne. Le financement est absolument déterminant parce que le nucléaire a beaucoup de qualités, notamment la prévisibilité en termes financiers, beaucoup de qualités en général, et notamment pour le climat ou pour la souveraineté et l'indépendance énergétique, mais aussi en termes financiers, c'est la prévisibilité de vos revenus. Il y a ce que les financiers appellent des courbes de cash qui sont très régulières, mais l'inconvénient, c'est que c'est très intensif en capital comme investissement et dès le départ, dès la construction. D'où des réflexions sur le financement pour étaler ce coût de la construction. Et le coût du financement dans le coût total d'un projet est très important. Et si vous arrivez à optimiser le coût du financement, y compris via la taxonomie, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers, vous êtes plus compétitif. Mais évidemment, un État qui, par exemple la Russie ou les États-Unis, qui par des crédits export ou par des financements souverains viendraient financer du nucléaire en le classement dans sa propre taxonomie comme durable, ne va pas financer une technologie européenne, française, par exemple, même si la chaîne de valeur du nucléaire en Europe est très bien répartie entre les États membres. Plus de la moitié, c'est en dehors du Royaume-Uni et de la France, y compris dans des États comme l'Autriche ou l'Allemagne qui sont très opposés au nucléaire. Il y a beaucoup de TI, de PME qui y contribuent. Donc ça, c'est le premier élément, premier paquet sur le financement, que ce soit interne ou externe. Il y a des enjeux majeurs et c'était très important
d'être inclus dans la taxonomie pour garder cette compétitivité à la fois pour l'equity et puis pour la dette. La deuxième raison, et je voudrais revenir là-dessus quand même et rejoindre ce que disait Frédéric Linsig en prenant le cas du gaz, mais l'Union européenne, c'est 9% des émissions dans le monde. Son leadership en matière climatique est, je pense, reconnu et fait partie des grands éléments du consensus politique en Europe, même s'il y a bien sûr des débats, même s'il y a des États qui contestent le rythme, les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est un atout et c'est une exigence soutenue par les citoyens. Mais il faut, pour y arriver, non seulement être pragmatique et orienter les investissements dans la bonne direction, mais il faut aussi permettre aux entreprises européennes, et là je rejoins ce que disait M. Linsing sur le reporting, de le faire avec une cohérence mondiale. Et donc c'est important pour le gaz, mais c'est aussi important du nucléaire, cette histoire du reporting cohérent. Pour rester sur les enjeux de la taxonomie pour une entreprise comme EDF et pour le secteur nucléaire, le deuxième élément, et je vais passer beaucoup plus vite parce que ça a déjà été dit par Christophe Héninger, le deuxième élément qui rendait nécessaire ce débat sur la taxonomie et les efforts qui ont été menés pour l'inclusion nucléaire, c'est que la Commission européenne veut utiliser la taxonomie comme un référentiel pour toute une série d'autres législations. Et donc, on a cité les lignes directrices pour les aides d'État en matière d'énergie et environnement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu un débat très fort pour le premier acte délégué, parce que pour vous citer une absurdité du premier projet de cet acte délégué, les mix électriques les plus décarbonés, celui par exemple de la Suède ou de la France, qui repose sur cette combinaison de renouvelables, enfin d'énergie renouvelable intermittente et puis de bases décarbonées comme le nucléaire ou l'hydraulique, n'était pas reconnu. Le seuil d'émission qui était retenu pour produire de l'hydrogène bas carbone ne permettait pas de qualifier des électrolyseurs branchés sur ce réseau. Alors qu'on a 10 millions de tonnes d'hydrogène dit gris, c'est-à-dire qui émettent du CO2 qu'il faut remplacer pour les usages existants. Je ne parle même pas de tous les nouveaux usages qui vont arriver. En termes de volume, on a besoin de produire de l'hydrogène avec toutes les sources électrolytiques bas carbone, que ce soit du renouvelable, mais aussi du nucléaire. Et on a fini par y arriver, y compris avec l'aide de l'UFE, et c'est très positif. Mais ça, c'est le premier point, les lignes directrices sur les aides d'État pour l'énergie et l'environnement. Deuxièmement, il y a toute la réglementation autour de l'écolabel, les plans de relance, ou encore la réglementation autour des green bonds, qui se rapproche, même si la taxonomie n'est pas complète, n'a pas encore été publiée et adoptée, la volonté de l'Union européenne de définir des règles pour les green bonds qui s'appuient sur la taxonomie, qui fait que ce référentiel tend à s'imposer comme vraiment l'alpha et l'oméga, la base de la réglementation dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier point sur les enjeux. Alors, quand on regarde, quand on voit ces enjeux d'un côté, quelle lecture est-ce qu'on peut faire, vu avec ce prisme plus nucléaire, de l'acte délégué qui a été proposé le 31 décembre et qui doit encore être adopté? Je pense qu'on peut faire deux lectures qui sont justifiées, mais qui sont évidemment un tout petit peu différentes. Une première lecture politique et une lecture plus technique et juridique. D'un point de vue politique, je pense que c'est un vrai tournant majeur, parce que le nucléaire a été traité pendant des décennies en Europe comme une énergie, comme une technologie qui n'avait pas, non seulement pas voix au chapitre, mais qui ne pouvait pas être reconnue dans la législation européenne. Alors même qu'il y a un traité, le traité Euratom, qui place le nucléaire au cœur des technologies énergétiques. Pendant des décennies, le nucléaire était exclu par exemple du plan Juncker, au même titre que la spéculation immobilière, la vente de tabac, le proxénétisme, j'en passe et des meilleurs. Et donc, le fait de reconnaître
le nucléaire avec le gaz comme une énergie qui contribue à l'atteinte des objectifs, des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, c'est un retour à la normale, et c'est aussi un retour à la normale et au consensus scientifique qui est celui de l'AIE, qui est celui des experts du climat, qui disent qu'on va avoir besoin du nucléaire comme une des solutions, pas la solution, mais une des solutions pour atteindre la neutralité carbone à côté d'autres énergies bas carbone. Et donc, aujourd'hui, je vous rappelle, le nucléaire, c'est 50% de l'électricité décarbonée en Europe, 25% de l'électricité. Et à terme, tous les scénarios, y compris les scénarios de l'Union européenne d'ailleurs, disent que alors que l'électricité, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité, puisque l'électrification des usages, du chauffage dans le bâtiment, de la mobilité électrique, c'est ce qui permet de réduire le plus efficacement les émissions de gaz à effet de serre. À partir du moment où vous avez décarboné le mix, eh bien, cette part du nucléaire, elle est stable à 2050 autour de 15%. Ce n'est pas majoritaire, et tous les États membres ne sont pas obligés de faire du nucléaire, mais les États membres qui veulent faire du nucléaire doivent pouvoir le financer. Et surtout, on sort ainsi d'une vision binaire de la taxonomie et d'une vision objectivement un peu absurde. C'est-à-dire que si on a besoin, si la taxonomie, comme c'était au fond la tendance avec les premiers textes qui étaient sortis, vous dit que les seuls financements éligibles sont les financements pour les énergies renouvelables, d'une certaine manière, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et c'est le cas d'EDF, c'est le cas aussi d'ailleurs de Total Energy, mais nous investissons beaucoup dans les renouvelables, on veut en faire plus, et le problème n'est pas tellement d'avoir accès à des bons financements, le problème, c'est beaucoup plus la disponibilité de terrain, ce qu'on appelle le permitting dans le jargon, toutes les autorisations qui prennent énormément de temps, en particulier en France, c'est aussi l'acceptabilité sociale, et donc on n'a pas besoin d'une taxonomie qui dit il faut tout mettre dans les renouvelables. Il y a des objectifs aussi, la directive RED 2 fixe des ambitions très fortes de renouvelables et c'est très bien. Et donc, on a besoin d'une taxonomie pour orienter les investissements vers toutes les autres technologies qui permettent de compléter les investissements qui doivent être faits dans les renouvelables. Donc ça, c'est très positif. Politiquement. C'est très positif aussi parce que toutes les technologies nucléaires sont concernées par cet acte délégué, non seulement la génération actuelle, génération 2, génération 3 de réacteurs, mais aussi les générations futures. Et c'est très bien. Alors, évidemment, c'est un texte de compromis, un texte de compromis politique. Et donc, ce que nous attendions dans ce texte, on en retrouve une partie, mais il y a une partie qui n'est pas dedans. Pour prendre quelques exemples, alors, Christophe Léninger a déjà cité un élément plus institutionnel qui est le fait que la Commission essaye d'augmenter ses pouvoirs au titre de l'article 41 Euratom par le biais de cet acte délégué. Bon, c'est une question même de base juridique. Je pense qu'on peut s'interroger sur la solidité de cette proposition. Et puis aussi, c'est une vraie question d'équité, puisque en fait, le nucléaire serait soumis en fait à une espèce d'autorisation préalable, c'est-à-dire que la Commission recevrait des notifications d'investissement dans le nucléaire et elle regarderait si c'est compatible avec la taxonomie. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne pour toutes les autres technologies, où ce sont les commissaires aux comptes, ce sont les agences de notation qui le regardent et pas la commission avec un système d'autorisation préalable. Ça, c'est un premier problème. Puis vous avez un autre problème, par exemple, qui serait de conditionner la qualification de projets nucléaires à l'utilisation de combustibles de future génération, qu'on appelle les combustibles ATF, résistants aux accidents, qui résistent mieux à la chaleur, qui sont développés notamment par une filiale d'EDF qui est Framatome, et qui sont encore en développement. Et donc là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. C'est soit on permet de financer des technologies qui, dès maintenant, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou on attend que ces combustibles soient qualifiés dans plusieurs dizaines d'années. Voilà. Il y a toute une série de conditions comme ça qui sont en cours de discussion entre États membres, et j'espère qu'on arrivera à la fin à une copie qui sera un peu améliorée. Mais donc, le bilan, et je vais arrêter là, le bilan est pour nous globalement positif quand même sur le plan politique. Il faudra voir comment les conditions précises ensuite sont aménagées pour voir si l'ambition
de la taxonomie et l'objectif de réduction de gaz à effet de serre permet d'être atteint de façon concrète. Et pour conclure, je ferai juste un commentaire. Pour moi, la taxonomie, en fait, elle est le symbole, elle est le reflet des avantages, des bénéfices, des aspects positifs de l'Union européenne et de ses limites en matière de changement climatique. C'est-à-dire que c'est à la fois, elle a une ambition très forte, elle mobilise des outils réglementaires extrêmement puissants, elle le fait avec beaucoup de précision, en mobilisant beaucoup d'experts, mais elle le fait aussi avec une forme de myopie, voire parfois une forme d'idéologie. J'étais très content que Christophe Léninger mentionne l'hydraulique et les steppes. Aujourd'hui, les steppes, c'est plus de 95% dans le monde, et en Europe aussi, du stockage, et c'est ce qui permet en fait de mettre plus de renouvelables dans les réseaux. Si vous n'avez pas des moyens en base et des capacités de stockage pour faire face à l'intermittence, comme le permet les steppes, ça ne marche pas. Et on a vu cette tendance idéologique quand la Commission, alors d'abord à plusieurs reprises, a essayé de sortir du nucléaire. Ensuite, quand il y a eu un rapport de plusieurs centaines de pages d'experts scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission qui, sans aucune ambiguïté, disaient il faut classer comme durable le nucléaire. Il y a eu des mois et des mois de débat, deux avis qui étaient relativement concordants. Donc voilà, je crois que c'est un texte qui politiquement marque une vraie avancée. D'un point de vue technique, il y a encore des progrès à faire. Il reste quelques semaines pour y arriver. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Erki, pour cette présentation. Alors, il y a énormément de questions, donc je vais m'excuser par avance auprès de tous nos participants, parce que je pense qu'on ne pourra pas les prendre toutes. Alors, si on regroupe un peu les questions, il y a beaucoup de questions sur le financement. Une question, par exemple, pour Christophe Léninger. Toutes les activités qui ne seront pas dans la taxonomie, comment est-ce qu'elles vont être traitées? Est-ce qu'il y aura des compensations de coûts échoués? Est-ce qu'il y aura des dépréciations financières? Question pour Erki. Est-ce que finalement la taxonomie va attirer des financements, notamment privés, utiles au développement des SMR, puisqu'on a beaucoup parlé des techniques classiques de nucléaire, mais il y a aussi cette ambition de faire du nucléaire plus modulable et du petit nucléaire. Une question pour Frédéric. Est-ce que le fait que le gaz soit dans la taxonomie va permettre véritablement d'éviter le désengagement des banques ou des fonds d'investissement dans ce secteur? Donc, et enfin, la fameuse question des 500 milliards qui a été annoncée par Thierry Breton, peut-être aussi une question sur laquelle, Christophe, tu pourrais revenir. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 500 milliards et à quoi est-ce qu'il fait référence? Donc, on prend peut-être cette première salle de questions dans l'ordre. Christophe, si tu veux répondre. Oui, alors donc sur la question de savoir quelles sont les technologies qui ne seraient pas dans la taxonomie et ce qui pourrait devenir d'elles, moi je crois que ça rejoint un petit peu une question sur le point de savoir sur le mix français. Qu'est-ce qui se passe si on devait avoir une plus forte pénétration des énergies renouvelables, donc une plus forte variabilité de la production et une moindre part du nucléaire, donc un moindre socle pour assurer la production finalement en base et les flexibilités, puisqu'il y a ce socle pilotable, c'est aussi quelque chose qui permet d'assurer la flexibilité du système électrique. Alors en fait, c'est peut-être pour répondre à cette question et donc quelque part se demander quels sont les actifs qui pourraient aujourd'hui ne pas bénéficier de la taxonomie. Mais en réalité, moi j'ai quand même l'impression que la plupart des actifs qui sont visés par les politiques énergétiques des États, ce sont quand même des actifs qui rentrent d'une manière ou d'une autre dans la taxonomie, que ce soit comme une énergie de transition ou comme une énergie durable ou comme dans la catégorie habilitante. Donc, je ne suis pas certain qu'on aura à se poser cette question-là, mais par contre, sur le point de savoir ce qui se passe si on a besoin de financer des moyens de production à base de gaz en France pour assurer la flexibilité du système, le point fondamental, c'est un petit peu ce que dit RTE dans ses études, c'est qu'il va y avoir, entre guillemets, un pari industriel à atteindre, c'est d'être capable de mobiliser de l'hydrogène décarboné ou du gaz décarboné
pour alimenter les centrales qui vont assurer la flexibilité du système. Parce qu'en fait, à l'échéance 2035, quand le système français aura besoin de plus de flexibilité, notamment saisonnière, on sera dans une logique où on aura normalement la possibilité de faire appel au gaz décarboné pour faire face à cette flexibilité. Donc, comme les gaz décarbonés vont entrer dans la taxonomie et seront finançables, quelque part, il n'y a pas vraiment de sujet par rapport à ça. J'ai quand même l'impression que, avec les textes qui sont proposés et sous réserve des ajustements nécessaires, on devrait être en capacité de financer la transition énergétique de l'ensemble des choix des États membres qui auront été pris pour atteindre les objectifs de décarbonation. Donc, je ne suis pas sûr que... Alors, évidemment, il y a quelques sujets toujours autour du nucléaire existant, parce qu'il faut quand même régler cette problématique d'être en capacité de financer cette prolongation, et ça a été dit par Erkki, c'est un des points essentiels pour répondre économiquement à l'enjeu, que de pouvoir prolonger le nucléaire existant. Donc là, il y a effectivement un sujet d'être capable de financer cette prolongation du nucléaire. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai quand même l'impression qu'avec ce qui est envisagé, on va être en capacité de traiter l'ensemble de la problématique. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, sur cette question, est-ce que la taxonomie va permettre de convaincre les investisseurs qui se détournaient, les investisseurs privés qui se détournaient plutôt des énergies fossiles, de revenir vers le gaz? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est un élément déclencheur, en fait? Bon, je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. D'abord, il faut quand même toujours distinguer politique d'investissement, les politiques d'investissement des banques et la taxonomie. Encore une fois, la taxonomie, c'est une grille qui vise à éviter le greenwashing dans les investissements financiers privés. C'est, à mon sens, indépendant des politiques de financement des banques. La BEI, par exemple, a pris une politique de financement qui vise à sortir des financements du gaz à terme. C'est indépendant de la taxonomie. Maintenant, la vertu de l'acte délégué complémentaire, c'est qu'effectivement, il inscrit la décarbonation du gaz. Et jusqu'à aujourd'hui, à mon sens, les banques, quand elles prennent des politiques d'investissement, de désengagement vis-à-vis du gaz, c'est vis-à-vis du gaz fossile. Donc demain, avec cette matérialisation du potentiel de décarbonation du gaz dans le futur, avec les gaz verts, la question effectivement se pose. C'est un débat intéressant qu'il faudra avoir justement avec les institutions financières. Mais j'insiste sur le fait que, à mon avis, les deux politiques de financement et taxonomie sont deux choses quand même bien différentes. Mais effectivement, comme on l'a souligné, la taxonomie finalement devenant de plus en plus une grille de lecture de l'acceptabilité des activités, la question pourra se reposer. Oui. Alors, je voulais donner la parole maintenant à Erkki sur des sujets de SMR, mais j'ai l'impression, sa connexion est mauvaise depuis ce matin, mais j'ai l'impression qu'il est plus connecté avec nous, ou c'est simplement une mauvaise impression. Est-ce que, Christophe, tu peux répondre à cette question, puisque tu as parlé de l'ancien nucléaire? Est-ce que la taxonomie va permettre et favoriser donc des financements dans le nouveau nucléaire et notamment dans les SMR? C'est une question qui revient de manière répétée. Alors, je devrais savoir répondre à cette question, mais je crois que j'ai pas creusé le sujet. J'ai cru dans un premier temps que c'était pas possible et que du coup il y avait un sujet autour du financement des nouvelles technologies nucléaires. Alors, il y a les SMR, mais il y a aussi les neutrons rapides, etc. Donc j'avais dans un premier temps l'impression que ça rentrait pas, que c'était pas possible. Mais en fin de compte, il semblerait que ça le soit. Donc c'est à vérifier. Je pense qu'Erkki serait plus compétent que moi pour répondre à ça. Comme il n'est pas là, donc je ne vais pas dire trop de bêtises quand même. On va attendre qu'il se reconnecte et on peut passer en attendant peut-être à des questions techniques. Alors des questions techniques, il y en a énormément. Si j'essaie de les regrouper dans le temps qui nous reste pour y répondre, finalement, elles poursuivent toutes le même objectif. C'est que effectivement, le gaz et le nucléaire sont entrés dans la taxonomie.
alors on a envie de dire peut-être un petit peu au chausse-pied. Et donc, on voit bien que la Commission a mis des conditions en termes, donc pour le gaz, en termes de seuil, voilà, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, est-ce que finalement, et pour le nucléaire en matière de conditions dans le temps, d'obtention, d'autorisation administrative, de permis, etc. Donc, est-ce que toutes ces conditions finalement qui pèsent sur le nucléaire et sur le gaz ne compromettent pas. Et c'est ça la question qu'on peut se poser. Donc, je vois que Erkki a réussi à se reconnecter. Donc, il y avait une question pour toi sur le financement des SMR et aussi sur les conditions qui sont imposées au nucléaire pour rentrer dans la taxonomie. Donc, peut-être je peux te laisser la parole tout de suite et ensuite redonner la parole à Frédéric sur les conditions de décarbonation en fait, des centrales gaz. Est-ce que tout ça est bien réaliste? Est-ce que ça permettra bien un maintien durable de cette énergie dans la taxonomie? Donc, Erkki, une question sur les SMR et une question sur les conditions imposées au nucléaire. D'accord, merci, désolé de ces problèmes de connexion. Sur les SMR, c'est une très bonne question parce que c'est effectivement un domaine, que ce soit les SMR ou les réacteurs qui sont donc ce qu'on appelle de la génération 3, avec des technologies existantes, mais simplement avec un modèle industriel qui est différent, et où les réacteurs du futur, la génération 4, ce sont des produits qui attirent beaucoup d'investissements privés, notamment aux États-Unis. Les projets les plus connus sont ceux portés notamment soutenus par Bill Gates, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'intéressent à ce sujet. Et donc, de ce point de vue-là aussi, je ne l'ai pas cité, c'est un tort, c'est important que la taxonomie permette de les financer, et c'est le cas. Alors, je n'ai pas entendu la question détaillée sur les critères, mais je pense y avoir un peu répondu. C'est les critères d'inclusion du nucléaire. Alors, ils sont très différents des critères du gaz, puisque c'est un peu la difficulté qu'on a dans cet acte délégué où nucléaire et gaz sont traités ensemble. Et le nucléaire, lui, contrairement au gaz, il n'y a pas de doute qu'il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et surtout avec le fait qu'il est une source de production d'électricité sans émissions importantes de gaz à effet de serre. Et la difficulté pour son inclusion portait sur la gestion des déchets. Et donc, les conditions qui sont mises à l'inclusion du nucléaire, il y en a qui posent un peu de problème, j'en ai détaillé certains, il y en a d'autres qui sont des conditions complètement normales, qui portent sur notamment l'application de règles pour bien gérer les déchets, car il y a des solutions pour traiter ces déchets. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème pour les déchets. Il y a des questions évidemment qui se posent pour la gestion des déchets, mais il y a des solutions pour cela, et la taxonomie en reprend certaines. Parfois, il nous semble qu'elle le fait de façon un peu absurde, et je m'arrête là, mais je cite juste un exemple. La taxonomie, dans sa version actuelle, propose que pour qualifier un projet, qui va parfois mettre des dizaines d'années à être construit, il faut qu'on puisse démontrer que tous les déchets que produira cette installation ont déjà une solution existante et non pas prévue, planifiée. Évidemment, c'est absurde. Il faut que ça ne soit pas examiné à la date de l'autorisation du projet, mais à la date d'exploitation du projet. Voilà, il y a des petits éléments comme ça, et si ces conditions ne sont pas revues, ben c'est vrai que ça voudra dire une inclusion moins large, et donc une efficacité, il nous semble, moins grande, mais il n'empêche que l'inclusion du nucléaire couvre quand même toutes les technologies, avec des dates qui permettent, au moins dans un premier temps, et puis tout ça pourra être revu, on parle d'un horizon à 2040-2045, qui permettront de peut-être mieux coller à la réalité de la vie de ces investissements. Merci beaucoup, Frédéric. En 1 à 2 minutes, donc les conditions imposées au gaz, réalistes, atteignables, complexes? Alors, écoutez, oui, enfin, je l'ai souligné dans mon propos, je crois, hein, le texte est très prescriptif, ne prend pas en compte la disparité des situations des différents États membres au regard de leur capacité, de leur besoin de sortir du charbon ou de leur capacité à produire des gaz verts. Hein. Les exigences en termes de production de gaz vert sont très importantes. Hein. J'ai donné l'exemple de la trajectoire de la PPE en France. Si la France devait respecter ses exigences
de fourniture de gaz vert pour les centrales au gaz, ça voudrait dire que 2 fois le scénario haut de la PPE en termes de production de biogaz serait dédié aux seules centrales à gaz. Donc on voit bien qu'il y a là une incohérence importante. Donc je dirais pour résumer que ces seuils sont pour le moment très difficiles à atteindre. Au cas par cas, il faudra regarder comment dans certains États membres les seuils peuvent être atteints, mais c'est extrêmement exigeant. Merci beaucoup pour la concision de votre réponse. Donc au nom de la chaire, bien sûr, et de l'ensemble des participants, je vous remercie vraiment très sincèrement, très chaleureusement pour votre intervention, pour vos réponses aux questions. Et je me félicite que nous ayons commencé l'année, Eric, pour la chaire gouvernance et régulation avec ce petit déjeuner qui, au regard de l'intérêt qu'il suscite et peut-être de toutes les questions très nombreuses auxquelles nos participants n'ont pas pu répondre, pourra peut-être justifier un événement de plus grande ampleur, un colloque peut-être lorsque la situation sanitaire nous le permettra en présentiel au cours de cette année pour suivre évidemment les développements et les débats qui vont être à mon avis très marquants cette année. Je n'en cite qu'un exemple pour l'illustrer. Il y a déjà un colloque de l'AMF sur les sanctions auxquelles s'exposeraient les investisseurs qui ne respecteraient pas la taxonomie. Donc on est déjà dans la réglementation financière très soucieux de bien comprendre la taxonomie, et je crois que ce serait effectivement intéressant d'associer par exemple l'AMF à nos discussions dans un événement de grande ampleur. Si tu en étais d'accord, évidemment, si le comité de pilotage de la chaire, je me permets de te faire cette proposition en live, était d'avis, de réinviter nos invités ici présents et d'élargir le Cénacle de nos discussions dans un événement de plus grande ampleur cette année. Oui, merci beaucoup Christine. Merci à toi et à tous les intervenants, ce petit déjeuner qui était passionnant et qui effectivement a suscité beaucoup d'intérêt. On reviendra sur des questions liées à la transition énergétique dans un certain nombre d'événements de la chaire qui sont déjà programmés, mais ce qui n'empêche pas d'en programmer de supplémentaires, comme tu l'évoques. Le prochain petit déjeuner de la chaire aura lieu le 24 mars et il portera sur les mécanismes de complément de prix pour conjuguer décarbonation et compétitivité. Donc, on aura aussi très prochainement une note de la chaire qui paraîtra sur l'électrification des réseaux routiers, complément indispensable de l'électrification du parc automobile et du parc de poids lourds. On reviendra à plusieurs reprises dans les mois qui viennent sur tous ces dossiers. Et donc, effectivement, pourquoi pas imaginer aussi un colloque. Le prochain colloque de la chaire, il aura lieu dans 15 jours. Il sera organisé en présentiel pour les intervenants, mais en streaming vidéo pour les participants. Et il portera sur un autre sujet chaud du moment, même si il est très éloigné du sujet de ce matin. Il portera en fait sur l'organisation du financement de notre système de santé avec l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances maladie complémentaires. Sujet aussi très important avec d'importantes conséquences distributives. C'est un sujet moins européen, mais néanmoins très important pour nos concitoyens. Donc merci encore à vous et pour des compléments d'information sur les prochains événements que la chaire organisera, n'hésitez pas à visiter notre site web et par ailleurs on diffuse régulièrement l'information sur l'ensemble des réseaux. Merci encore aux intervenants de ce matin, et donc il y aura un live, enfin plutôt une rediffusion de ces échanges de ce matin d'ici quelques minutes sur la plateforme Livestorm, et par ailleurs on fera un montage vidéo de cette présentation, et il y aura une synthèse écrite de nos échanges qui sera très rapidement disponible pour
leur donner plus de portée et leur donner une plus grande viabilité, ce que la richesse de nos échanges mérite. Voilà. Merci à vous tous. Merci encore Christine et à très bientôt pour les prochains événements de la chaire. Merci, à bientôt.